Et le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui. On va parler de sport et vous allez voir, il va être relié aux questions de diversité, d'égalité femmes-hommes et même d'emploi. Et on accueille Marie-Françoise Potreau. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, vice-présidente du CNOF, le Comité national olympique sportif français, les représentants du sport olympique ici en France, en charge de Paris 2024 et de la mixité. Et ça c'est très important. Avant de revenir sur ce club des 300, l'idée c'est de créer de la diversité, féminiser les fédérations de sport, les entraîneurs, toute la chaîne, pour permettre aux femmes d'accéder aux postes à responsabilité dans le sport. D'abord, un petit mot sur vous. Parce qu'on n'est pas chargé vice-présidente du CNOF par hasard, championne de cyclisme, 5 Tours de France. Vous avez roulé avec Jeannie Longo. Et je vais rentrer dans le dur. J'ai revu, là, en préparant l'émission, ces phrases terribles de Madio, qui dirige aujourd'hui une très grande équipe de cyclisme, et qui, aux côtés, face à elle, face à votre coéquipière Longo, disait « les femmes n'ont rien à faire dans le sport ». C'était hier. Hein. Et Jeannie Longo, qui est interdite, qui n'arrive pas à répondre. Et ça, c'était de votre génération et votre époque. On a quand même parcouru un peu de chemin, d'ailleurs, même si Madio a assez peu évolué sur sa position à l'égard des femmes. Parenthèse. Quand même, on a parcouru du chemin, c'est le cas de le dire. Oui, alors tout à fait. Moi, je pense je dis toujours, on est sur la bonne route. En parlant... Métaphore au cyclisme. Métaphore au cyclisme. On est dans une dynamique, effectivement, comme vous le dites, avec les Jeux de Paris 2024, que l'on veut des Jeux paritaires, donc on travaille tous sur les différents sujets. Mais effectivement, on a parcouru, je pense que c'est l'histoire, le poids de l'histoire aussi qui fait que le sport, vous savez, le sport a été construit par les hommes et pour les hommes au départ, et le cyclisme aussi, puisque le premier Tour de France en 84, que j'ai disputé, devant le Tour de France masculin, était une première qui n'a pas été pérennisée derrière. Ça s'était passé comment? Vous avez des souvenirs du regard des gens sur le bord de la route, des hommes? Comment ça a réagi? Écoutez, on entendait « Ah, mais c'est des femmes !» Donc déjà, il y avait un effet de surprise. Nous-mêmes, on s'est surprise aussi parce que pouvoir réaliser la performance de tenir l'ensemble des étapes, etc., bien qu'elles étaient beaucoup plus courtes, pour nous, c'était un vrai challenge. Voilà. Et puis, on sentait qu'il y avait les prémices, si vous voulez, d'un intéressement au sport féminin et que la voie nous était promise. Moi, pourquoi j'ai fait du vélo? Je vais vous dire, j'étais d'une famille de l'aviron. J'avais un papa qui entraînait en aviron à Aix-les-Bains et qui ne voulait pas que ses filles fassent de l'aviron. Ça commençait comme ça. J'ai fait du vélo par défaut. Donc, il vous a donné un sport qui est aussi difficile que l'aviron, hein, physiquement. Tout à fait. C'est pas un cadeau. Voilà, mais en tout cas, moi, je suis ravie. Très beau sport. Voilà, et après, vous savez, quand moi, j'ai voulu faire le métier d'entraîneur en cyclisme, en 92, quand je veux passer le concours de la fonction publique, cadre d'État, le concours n'est pas ouvert aux femmes en cyclisme. J'attends 96 pour pouvoir passer le concours. Les choses ont avancé, mais quand même, quand on analyse les fédérations, on va voir des chiffres, la féminisation est faible. Oui. Il n'y a pas d'entraîneurs, parce que c'est intéressant de l'entendre de la bouche de la vice-présidente du CNOF, les entraîneurs, même des équipes féminines, sont des hommes. Oui, mais c'est incroyable. Oui. Alors là encore, je crois, parce qu'on en a fait, vous savez, les métiers dans le sport, on a fait des métiers atypiques. C'est-à-dire des métiers où il faut de la disponibilité, du déplacement à l'étranger, etc. Mais vous savez, vous pouvez comparer ça aux entreprises aujourd'hui. Exactement. Pareil, on a aménagé le temps de travail pour les hommes, mais aussi pour les jeunes hommes, pour les femmes, mais aussi pour les jeunes hommes. Et on est dans cette dynamique aussi sur les métiers du sport au féminin. 10% d'encadrement technique, 10% de femmes dans les encadrements techniques des derniers Jeux olympiques, c'est très peu. C'est pour ça qu'il faut qu'on monte ce chiffre-là. C'est pas à Paris 2024 qu'on arrivera à avoir le 50-50. Pour autant, on peut extrêmement bien progresser et puis surtout ouvrir la voie de après Paris 2024. Mais on a vu les chiffres qui passaient. 38%, ça c'est le pourcentage de femmes dans les conseils d'administration des fédérations. Il y a 17%, c'est le nombre de présidentes, c'est 17 de fédérations sur les 109 fédérations. Donc on est quand même très très loin du compte. Et 26%, c'est le pourcentage de femmes nommées dans les bureaux fédéraux. Il y a quand même du chemin à parcourir. Est-ce que, comme vous le dites si bien, le monde du sport, c'est finalement un peu le monde du travail, avec une forme de patriarcat peut-être encore plus exacerbé dans le sport?
Oui, alors tout à fait, je rejoins vos propos et c'est pour ça qu'aussi on s'est appuyé aussi dans ce qui se passait avec la loi dans le milieu du travail pour aussi nous enclencher. Loi Rixain notamment. Voilà, la loi Rixain, justement pour enclencher cette même dynamique et on sent qu'elle a pris, cette dynamique a pris. On est avec cet accompagnement des dirigeantes, cette parité après 2024 dans les conseils d'administration et les bureaux exécutifs vont évidemment changer les choses. Et puis en plus, parce que vous parlez du nombre de femmes présidentes de fédération, mais vous savez qu'on a une seule femme présidente de fédération olympique. Okay. Hockey sur gazon, Isabelle Join, etc. Donc, qui venait pas forcément du milieu, qui avait son fils qui faisait du hockey simplement, qui est une femme qui a qui est engagée dans le club des 300, parce qu'on va en parler. Exactement, qui est une femme aussi qui a des responsabilités dans le monde de l'entreprise et qui apporte toute sa compétence à cette fédération. Dans votre parcours, et pour terminer, parce qu'on va se tourner vers le club des 300, parce que c'est vraiment intéressant de créer une dynamique officielle pour dire il faut presque, comme la loi Rixain, puisque vous l'évoquez, imposer des postes à des femmes. Quand même, vous êtes passée par le cyclisme, vous avez été directrice technique nationale, adjointe DTN, c'est un poste très important. Puis j'ai vu que vous étiez passée par le hockey sur glace. Et je me dis, tiens, c'est très étrange. Alors, vous aimez le sport, évidemment, mais vous n'êtes pas une championne de hockey sur glace. Comment ça s'est passé, ça? Alors, écoutez, très rapidement, c'est parce que simplement, à un moment donné, j'ai eu l'ambition, et vous savez, c'est un gros mot, l'ambition pour une femme dans le sport. J'ai eu l'ambition de vouloir candidater au poste de DTN que je n'ai pas eu au niveau du cyclisme. Et donc, ça a le caractère. C'est un homme au-dessus? Oui, j'ai claqué la porte de ma fédération. Colère, vous dites. Voilà, j'ai osé aller voir ailleurs. J'ai osé, c'est aussi un mot très fort pour une femme. Et j'ai eu la chance qu'une fédération comme la fédération de hockey sur glace vous a récupéré. Voilà, un président qui est de culture canadienne, anglo-saxonne. Voilà, qui était tout à fait ouvert à justement ce traitement des femmes dans sa fédération, qui aujourd'hui a une DTN femme d'ailleurs, Christine Duchamp, avec qui j'ai collaboré, et j'ai fait un passage qui m'a, je dis que j'ai désappris pour apprendre. Qu'est-ce que vous avez désappris? J'ai désappris, si vous voulez, le fait qu'il fallait absolument se dire que c'était pas parce qu'on était une femme qu'on pouvait pas. Voilà. Et puis c'est pas parce qu'on connaissait pas quelque chose qu'on n'était pas capable de vous cassez le plafond de verre, quoi. Voilà, vous dites c'est possible. Oui, c'est possible. Tout est possible. Le club des 300, c'est des sportifs, mais pas seulement. L'idée, c'est d'élargir, d'ouvrir le sport aux femmes, mais pas le sport en tant qu'activité, même s'il faut le faire. Le sport dans les instances politiques du sport. La difficulté, elle est où? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les hommes? Alors je pense évidemment au hockey sur glace, c'était une femme et puis finalement elle n'a pas tenu et de nouveau c'est redevenu un homme. Il y a plein de fédérations comme cela. Qu'est-ce qui fait que les hommes tiennent ces fédérations? Poids de l'histoire aussi, les statuts aussi des fédérations, parce que si vous ne faites pas évoluer le pourcentage de femmes en représentativité, et c'est pour ça que donc la loi de la parité, les quotas, on peut être contre ou pour, mais n'empêche que c'est bien les quotas. C'est comme quand vous voulez perdre du poids sans balance, ça ne fonctionne pas. Donc là, il faut des chiffres. Donc les chiffres, c'est les quotas. L'application des quotas après 2024 fait que d'un seul coup, tout le monde se dit, il faut qu'on y aille. Comment vous faites? Comment vous y prenez? Alors il y a l'aspect médiatique, vous venez sur ce plateau nous en parler, vous êtes très engagé, vous avez des mots forts. Conférences de presse, on va voir des images d'événements pour faire prendre conscience de ces chiffres qu'on connaît mal sur la faible représentativité. Et on fait quoi après? Alors on voit une des personnalités qui s'est exprimée, mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous faites un tour de France des fédérations? Vous allez les voir? Comment on fait? Non, alors écoutez, le club des 300 femmes dirigeantes, ça a été un appel à candidature, déjà, avec cette volonté d'associer les fédérations, c'est-à-dire les présidents actuels avec leur gouvernance en disant... On ouvre un accompagnement qu'on finance, nous, au Comité national olympique et sportif. Donc, c'est quand même aussi vraiment apporter quelque chose de plus aux fédérations. Mais pour autant, si vous avez des candidates à nous proposer, allez-y. Donc, il y avait plusieurs entrées possibles et c'était justement ne pas laisser les gouvernances qui sont aujourd'hui ce qu'elles sont, en leur disant, vous êtes partie prenante, faites-le avec nous le travail, de nous proposer des femmes, de façon à ce que derrière, on soit tous ensemble embarqués dans la même dynamique et ça a vraiment fonctionné. Donc, il y a un enjeu, je dirais, politique, au sens noble du terme, de permettre à des femmes d'accéder à des postes de responsabilité jusqu'au sommet de la pyramide, c'est-à-dire de piloter des fédérations. C'est trop faible. Et puis, un autre enjeu, je dirais social, sociétal, c'est l'enjeu des violences sexuelles qui ébranlent un certain nombre de fédérations. On peut les citer. Il y a eu le débat du hockey, il y a eu le débat du football, il y a eu le débat, et ça c'est très très récent. Vous dites quand même, si on met des femmes
à des postes de responsabilité, et notamment dans les COMEX, les conseils d'administration, on a quand même des indicateurs différents, ça fera bouger les lignes. Mais dès l'instant où on sera sur de la mixité, on fera bouger les lignes et on fera indirectement de la prévention contre les violences sexuelles dans le sport. Pourquoi ? Parce que, comme vous le dites, des femmes dans un COMEX de direction d'une fédération va être attentive à ce genre d'encadrement, etc. Moi, je vois là, au niveau du cyclisme, je pointe aujourd'hui la féminisation de l'encadrement technique. Plus une femme entraîneur, très peu de femmes qui viennent sur les métiers de kiné pour encadrer, etc. Et donc, on est en train de mettre on a mis un indicateur. C'est intéressant ce que vous dites. Excusez-moi, pour les championnes, et vous l'avez été quand on finit un Tour de France ou une étape, et que ce sont des hommes qui massent. Exactement. Je ne sais pas comment les choses ont été vécues à votre époque, mais c'est un peu compliqué quand même. Tout à fait. Et aujourd'hui, pour autant, j'ai envie de dire, plus on aura de mixité dans l'encadrement technique, plus on va lutter indirectement contre les violences sexuelles. Parce qu'il y aura la façon dont on s'exprime devant des femmes, avec des femmes, etc. Oui, il y a l'attitude déjà. Voilà, il y a la façon dont on prendra en charge un collectif mixte. Parce que c'est ça, hein. Comment on prend en charge un collectif mixte, ça c'est important. Et je vois, moi, sur le bilan qu'on a fait de l'année avec la Fédération de cyclisme sur l'encadrement technique, on voit que la sensibilisation, c'est comment on s'adresse à des femmes quand on a des femmes dans les collectifs, voilà. Et puis mettre une femme mécanicienne aujourd'hui dans un monde d'hommes, je peux vous dire que c'est quand même rock'n'roll. J'aime le Tour de France, quand on regarde les équipes, quand les étapes se terminent, on voit les équipes techniques ou même sur les bords de route, c'est que des hommes. Hein. Voilà. Et nous aujourd'hui, on va en dehors de ce travail avec les clubs de direction des clubs des 300 femmes dirigeantes, on va travailler sur l'année prochaine sur la féminisation des encadrements techniques. Mais je reste un instant, Marie-Françoise Pottereau, sur la question des agressions sexuelles, de l'attitude. J'ai quand même le sentiment, sans que vous le disiez d'ailleurs, que le fait de mettre des femmes fera qu'on ne fermera plus les yeux sur des sujets sur lesquels on a vu des documentaires, je pense celui d'Arte notamment, sur ces jeunes filles. Il y a eu la natation, il y a plein de sports, le rugby. Des femmes feront en sorte que les hommes ne pourront plus faire semblant de ne rien avoir vu. Est-ce que c'est un peu ça aussi l'idée ? Tout à fait. Puis c'est mettre des femmes dans l'encadrement, c'est aussi s'interdire certaines postures, s'interdire certaines blagues qui font rire peut-être la gente masculine, mais pas la gente féminine. Voilà. Et puis c'est mettre tout un système préventif, si vous voulez, justement pour garantir, si vous voulez, le fait qu'on ne puisse pas aller sur ce genre de... Parce que ça commence par une petite blague, et puis après, il y a un geste déplacé, etc. etc. Et puis surtout, on n'en parle pas, parce qu'on est tellement isolé quand on est une athlète victime de violence. On est un peu quand même sous la tutelle d'un entraîneur, que ce soit la natation, le cyclisme, le tennis, il y a eu des affaires. On est un petit peu l'esclave de son entraîneur quand même. Hein. Voilà. Et puis aussi, moi je vois, parce qu'on a créé des supports pédagogiques au niveau du cyclisme pour sensibiliser toute notre communauté, on voit aussi la façon dont les gens ne pouvaient pas s'emparer du sujet par méconnaissance. Voilà. Et donc là aujourd'hui, il faut la balance. Voilà, il faut absolument apprendre à se comporter aujourd'hui dans un collectif mixte. 84, premier Tour de France, on vous découvre sur un vélo, on est un peu étonné. Là, aujourd'hui, vous portez un combat, parce que c'est une cause et un combat. Comment on vous regarde ? L'empêcheuse de tourner en rond, la femme à fort caractère, celle qui... C'est un peu ça, quand même, ce que vous faites là. Alors, écoutez, l'empêcheuse de tourner en rond, non. La femme à fort caractère, oui. Je crois, ma fédération vous en parlerait, parce qu'à un moment donné, il faut être une combattante. Quand vous êtes dans l'arène, je parle de l'arène, à une époque, c'était être dans l'arène et de combattre. Voilà. Donc, mais aujourd'hui... Et combattre face à des hommes qui vous regardent du coin de l'œil en disant écoute, ça suffit tes histoires de femmes, c'est ça. Exactement. Hein. Et pour autant, aujourd'hui, avec un peu plus d'âge, donc un peu plus de sagesse, mais aussi parce que la communauté a évolué et qu'on n'a plus besoin d'être vraiment dans cette bagarre, mais plutôt d'essayer de collaborer ensemble. Moi, je vois la différence, puisqu'on parle de mixité, je vois comment on embarque la communauté masculine à travailler ensemble et non plus être dans un combat. Parce qu'à un moment donné, on venait prendre leur place. Ben c'est un peu ça ma question, c'est que tout d'un coup les hommes s'accrochaient à leur fauteuil parce que c'est quand même des postes à responsabilité, à pouvoir, président de la Fédération française de football, de tennis, enfin ce sont des postes éminents, on voyage, mais oui, il y a des enjeux politiques finalement. Oui, et puis, oui, il y a beaucoup d'enjeux politiques et donc on était des concurrentes, on est des concurrentes, mais moins aujourd'hui parce que d'abord il y a aussi cette évolution sociétale chez les jeunes hommes qui voient, si vous voulez, l'enjeu d'un poste à responsabilité différent de celui qui pouvait exister il y a quelques années en arrière. Deux sujets, la formation quand même, et puis un mot sur ça bouge ou pas dans les fédérations, parce que là les JO 2024 c'est demain, quand on tend le bras, c'est dans un an et demi. Écoutez, le club des 300 on est l'exemple, ça bouge. Tout le monde, tout le monde est sur le sujet.
comment gouverner autrement après 2024 avec une parité. Ça bouge. Et puis avec des présidents de fédération qui s'engagent et qui sont plus dans ces combats d'hommes-femmes, mais qui se disent, de toute façon, on va gouverner avec. La télévision, la retransmission de certains événements, il y a le Tour de France, il y a les matchs de football qui, sur certaines chaînes, sont transmis féminins, c'est du très beau football. Exactement. Et ainsi de suite, fait que des sports qui n'étaient pas destinés aux jeunes filles, même parfois aux enfants, les filles vont faire ce sport et ça se passe très bien. Et le rugby notamment aussi. La formation, j'ai vu que vous enclenchiez, parce qu'il faut aussi faut venir sur les plateaux de télé, mais il faut aussi former. Ça consiste en quoi, ces programmes de formation? Comment vous accompagnez par la formation? C'est de l'éveil, c'est de la pédagogie, c'est de l'explication? Alors, c'est à la fois, si vous voulez, des modules d'accompagnement à la prise de responsabilité, mais surtout un travail, si vous voulez, sur soi, c'est-à-dire oser se faire confiance, oser prendre la parole en public, etc. Donc, tous des outils qui sont dans le management. Voilà, c'est des outils de management qu'on met au service de cette formation de dirigeante avec Olbia qui nous accompagne sur ce sujet. Je suis très, très contente parce qu'on construit ensemble la programmation et parce que moi, vous savez, à un moment donné, j'ai été chahutée dans ce parcours. Bah oui, vous l'avez évoqué. Vous êtes revenu comme à la Fédé de cyclisme, là. Voilà. Il y a des portes qui sont ouvertes. J'ai fait une formation de coach. Parce que je voulais savoir ce qui se passait, si c'était moi ou si c'était les autres. Et je dis toujours, j'ai des appris pour apprendre sur moi. Et là, c'est ce que je veux mettre au service de ces dirigeantes, pour justement qu'elles apprennent sur elles et qu'elles osent aujourd'hui engager la responsabilité. Vous l'avez utilisé 2 fois, cette expression. J'ai appris à désapprendre, c'est-à-dire quand les femmes, pour certaines d'entre elles, ont ce plafond de verre, se limitent, se limitent intellectuellement. Mais aussi parce que l'éducation que j'ai reçue dans une famille où on était... Voilà. De sportif, quand même. Déjà, vous avez une ouverture sur le sport. Voilà, mais je pense que c'est... Et avec tout le respect que je dois à mes parents, mais on a été éduqués d'une certaine manière. T'es une fille, tu feras ça, tu feras ce métier-là, mais pas celui-là, etc., etc. Et quand je dis que j'ai désappris pour apprendre, oui, parce que il fallait que je me sépare de ces clichés pour dire que je pouvais, en tant que femme, m'autoriser des choses. Si c'était à refaire, Marie-Françoise, vous le referiez? Parce qu'on a le sentiment quand même qu'à travers le sport, votre engagement dans le sport, les efforts que vous avez faits aussi, parce que c'est un sport difficile, ça vous a construit. Ah oui, tout à fait. Moi, je dis que le sport m'a construit, a fait aussi ma carrière. Et j'ai envie de dire que moi, je suis quelqu'un de passionné. Je pense que je le démontre bien. Mais voilà, je suis une passionnée et je sais que ce que j'engage aujourd'hui, j'y crois vraiment. Parce que vous savez, quand vous vous engagez dans quelque chose, c'est comme quand vous voulez gagner une course, il faut y croire déjà que vous pouvez la gagner. Ça se passe, c'est dans la tête. Voilà, exactement. Et ça, c'est aussi ce message que je fais passer à toutes ces femmes. C'est il faut croire qu'on peut gagner, on peut y aller, et parce qu'on a notre place, c'est ça aussi. Et puis il y a quand même dans ce que vous nous racontez quelque chose de l'ordre du patriarcat plus ancré qu'ailleurs encore dans le sport, et vous dites il faut maintenant que ça bouge, quoi. Oui, et une chose que je voudrais rajouter, c'est que c'est aussi créer à côté de ça un réseau féminin. Vous savez, on réseaute beaucoup dans les entreprises, etc. On ne l'avait pas du tout dans le sport, et je leur dis toujours, la force est dans la meute. Donc c'est ça, ce réseau que l'on doit créer. Se parler en interfédération, c'est un sport très différent, mais finalement les problématiques sont les mêmes. Mais on l'a vu sur la journée en présentiel où elles étaient toutes là, mais c'était une résonance extraordinaire, il y a eu de l'émotion et je crois que c'est ça qu'on est en train de marquer, si vous voulez, l'histoire, la transformation du sport en termes de gouvernance, en termes de gestion. Voilà. Et puis même d'équilibre intérieur, parce que le sport, il faut quand même le rappeler, au-delà de tous ces enjeux politiques, c'est la vie. Voilà, c'est l'entraînement. C'est le courage, c'est l'abnégation, c'est l'envie de gagner, c'est l'ambition. Oui, et puis le sport, moi je dis encore une fois, ce réseau féminin, c'est qu'on s'ouvre aussi au réseau dans les entreprises et on échange. Aujourd'hui, j'ai pris énormément de contacts avec les réseaux féminins dans les entreprises pour travailler ensemble, parce que c'est les mêmes problématiques. Bien sûr. Et donc, on a tout intérêt d'échanger, de pouvoir se donner des bonnes pratiques pour gagner du temps, en fait, quelque part. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. C'est très rafraîchissant. Et puis, c'est important ce que vous faites. Le Club des 300, il y a un site, évidemment. Allez sur le CNOSF, le Comité national olympique du sport français, pour en savoir plus, si vous voulez vous connecter, si vous voulez rentrer dans ce réseau, dans cette communauté qui fait bouger les lignes. Merci Marie-Françoise Pottereau, vice-présidente du CNOFS, et puis championne de cyclisme, passée par le hockey sur glace sans jamais avoir tenu une crosse. On est d'accord. Merci, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille tout de suite notre invité.